Bonjour Claire Schweitzer. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi je suis donc Claire Schweitzer, je suis élue municipale à la ville d'Angers dans l'opposition et je suis également élue régionale dans le groupe L'écologie ensemble, donc pour la région Pays de la Loire et aussi dans l'opposition. Tu t'es beaucoup impliquée dans la campagne du Nouveau Front Populaire, notamment dans le Maine-et-Loire. Comment as-tu vécu les résultats au soir du 7 juillet, au soir du second tour des élections législatives anticipées par la dissolution d'Emmanuel Macron? Alors, je dois avouer que j'ai pas forcément partagé l'euphorie de certains camarades qui étaient très contents en disant on a gagné parce qu'on était arrivé en tête en nombre de sièges. Je restais quand même sur l'impression qu'on avait manqué quelque chose, que Macron nous avait bien eu, surtout au soir des européennes, et que le travail était encore très grand et qu'on était loin d'avoir gagné. Et puis la situation actuelle, elle nous le confirme un peu, c'est qu'on est loin d'avoir gagné en fait, et on est loin de pouvoir gouverner le pays aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Et que la poussée du Rassemblement national, elle est énorme, et elle était énorme, elle a été endiguée par effectivement le Nouveau Front Populaire, le Front Républicain qui a été fait quasi dans la majorité, dans le quasi unanimité des circonscriptions. Mais voilà, il y avait une sorte de décalage. Moi, j'étais un petit peu moins heureuse du résultat. Alors oui, c'était satisfaisant parce qu'on était en tête et qu'on a quand même fait une belle campagne globalement un peu partout. Mais d'une part, on n'avait pas de député en Maine-et-Loire. Voilà. Ça a joué, j'imagine. Ça a joué. Bon, pareil, tout le monde était comme Nouveau Front Populaire dans le pas de député de notre couleur politique. Et puis globalement, malgré tout, un Rassemblement national qui sortait quand même toujours très fort. Donc toujours aussi inquiète. Même si dans le Maine-et-Loire, il n'y a pas eu de député non plus pour le Rassemblement national. Non, il n'y a pas eu de député Rassemblement national. On y a échappé belle, parce qu'on pouvait en avoir dans au moins 2 voire 3 circonscriptions. On avait cette menace-là qui était présente et qui était inquiétante à plus d'un titre dans un département qui a toujours été plutôt protégé par ça. On voit la montée du RN, même sur l'agglomération angevine, qui était aussi inquiétante. On voit Gilles Bourdoulex qui s'acoquine et qui déclare vouloir être soutenu par le Rassemblement national. Et puis après, plus les bidouilles de Gilles Bourdoulex auxquels on a pu assister. Qui a fait croire qu'il ne maintenait pas sa candidature au second tour, tout en la maintenant quand même. En jouant au jeu du chat et de la souris avec la candidate insoumise. Donc c'était quand même aux portes, donc inquiétant quand même. Justement, avant d'arriver plus sur la situation politique actuelle, une question sur cette menace de l'extrême droite qui n'est pas totalement écartée, pas définitivement. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir le Rassemblement national au pouvoir, comme ça a failli être le cas, puisqu'on imagine assez aisément Emmanuel Macron nommer Jordan Bardella en cas de majorité même relative du RN au lendemain du 7 juillet. Toute la question était de savoir si le Rassemblement national, s'ils étaient effectivement arrivés en tête avec un nombre de députés suffisant, trouver une majorité pour gouverner, ce qui n'était pas le cas. On a quand même eu des républicains qui ne l'ont pas fait. Donc cette menace-là, elle a été écartée, mais je pense que vu les dénis qu'il y a pu y avoir de part et d'autre, quel que soit le côté politique où on est, je ne suis pas sûre que le Front républicain il marche aussi bien la prochaine fois. On dit ça à chaque fois et on y arrive, mais je pense que la prochaine fois, vu ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, on a de fortes chances de se dire que c'est une possibilité. Et c'est une possibilité, sinon je pense qu'on ne se serait pas autant rassemblés, il n'y aurait pas eu un front uni. C'est quoi le RN au pouvoir ? C'est une... Alors on peut avoir deux options, se dire qu'on trouve que dans les collectivités où ils ont géré, ils n'ont pas super bien fait le boulot quand même. Ils ont été plutôt très mauvais en laissant des caisses vides, en ayant une gestion calamiteuse des services publics, etc. Donc les voir monter comme ça sur une politique nationale, c'était plus qu'inquiétant parce que on se dit que ça ne marche pas, mais au final, le RN a vraiment énormément progressé dans sa quête d'avoir des hauts fonctionnaires en son sein, des gens qui réfléchissent et qui ont un projet politique, un projet qui est un projet de repli sur soi, de fermeture des frontières et de soutien à un système néolibéral qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc pas du tout une politique sociale comme Marine Le Pen veut le faire penser, pas du tout
un soutien aux plus pauvres et aux plus précaires dans notre pays. Au contraire, c'est le chacun pour soi, et c'est surtout comment est-ce qu'on va faire pour faire que les gens se regardent de travers dans la rue et aient peur les uns des autres. Et on voit aussi, en parallèle de la politique que pourrait mener le RN, ce que ça provoquerait dans la société. On voit les nervis d'extrême droite qui se sentent pousser des ailes et qui, comme on le voit aujourd'hui en Angleterre, sortent et font des ratonnades, quoi. Donc c'est pas que le gouvernement RN qui pose problème, c'est tout ce que ça va enclencher en décomplexion d'une partie du pays. Moi, je suis persuadée que la France n'est pas raciste, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Je pense que le vote RN, il a un sens politique pour une partie de la population qu'il faut qu'on analyse très franchement. Il y a des gens racistes, il y en a partout, il y en aura il y en a dans tous les pays, mais ce n'est pas la majorité des électeurs RN, donc il faut faire attention à non plus pas les cornériser en disant qu'une grosse partie de la population serait raciste. On a des études qui montrent que ce n'est pas le cas. Mais par contre, ça décomplexerait une population qui est très violente. Et ça, c'est aussi inquiétant que le RN institutionnellement au pouvoir. Macron a imposé une trêve olympique qu'il avait appelée de ses voeux et qu'il a réussi à obtenir. Et il cherche maintenant à imposer un Premier ministre Macron compatible. On parle de Xavier Bertrand venu de la droite, on parle de Bernard Cazeneuve venu du centre-gauche. Il veut quelqu'un à Matignon, tout le monde sauf Lucie Castet, qui est proposé par le nouveau Front populaire. Comment on pourrait qualifier l'attitude du président de la République ? C'est une espèce de coup d'État démocratique qui va complètement à l'encontre du résultat des urnes, même si au soir du deuxième tour des législatives, il n'y a pas de vainqueur. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de vainqueur. On n'a pas la majorité, on n'est pas capable de gouverner, même à coup de 49-3, on n'est pas capable de gouverner si on voulait tendre jusqu'à la pratique macroniste des 2 dernières années, donc il n'y a pas de vainqueur. Par contre, il y a un gros perdant, c'est lui. Donc c'est justement comment lui, il pouvait prendre acte en fait de ces résultats et proposer, donner sa chance au moins à Lucie Castet, même si on n'est pas dupe, et on sait tous pertinemment qu'elle se ferait assez rapidement renverser par une motion de censure, mais au moins laisser sa chance à ce qui est apparu en tête. Voilà, on n'a pas gagné, mais on était en tête. Et ensuite, on est dans une espèce de faille dont Macron joue, qui est la faille principale de la Ve République, qui est que ça ne fonctionne plus et que dans une configuration comme ça, on est incapable de trouver un gouvernement parce qu'on n'est pas adapté à ça. Donc ça demanderait en fait qu'on réforme profondément nos institutions, mais aussi notre logiciel politique pour parvenir à une issue. Dans le programme du nouveau Front populaire, il y avait justement beaucoup de mesures sociales, mais il y avait aussi la question d'une 6e République avec un processus constituant qui prend du sens aujourd'hui. Oui, pas qu'un peu, parce que ce qu'on dénonce depuis longtemps sur le phénomène présidentiel, en fait, il apparaît là de manière flagrante, c'est-à-dire qu'on a un président qui a des pouvoirs, il a l'article 16, il peut prendre, on a même entendu parler de ça, d'un Macron qui pourrait s'octroyer les pleins pouvoirs au soir du second tour si le RN était arrivé en tête, parce que ce serait l'insurrection, que l'extrême gauche irait dans la rue, et enfin bref, que ce serait la révolution et la crise. Donc il a des pouvoirs, mais là il est dans l'incapacité de gouverner, on le voit bien, et on est à un phénomène ou une espèce de tripartition qui est complètement folle, où on ne s'en sort plus. On l'a bien vu depuis 2017, qu'on ne s'en sort pas institutionnellement et que gouverner à coup de 49-3, c'est antiparlementaire au possible et ça nous mène à cette crise-là qu'on connaît. Tu as dit qu'il manquait quelque chose pour qu'il y ait une vraie victoire du nouveau Front populaire. On peut dire qu'il manque une centaine de députés, peut-être une majorité absolue évidemment, mais est-ce qu'il manque aussi, pour faire gagner les idées du nouveau Front populaire, une mobilisation sur le terrain? On sait évidemment qu'avec les Jeux Olympiques, au plein cœur de l'été, c'est compliqué d'imaginer une mobilisation, par exemple syndicale, d'une grande ampleur. Mais est-ce qu'une mobilisation populaire à la rentrée pourrait faire changer les choses ? Alors on a eu une grande mobilisation pendant la réforme des retraites et je pense que personne n'a manqué l'information. Macron, il s'est assis dessus, quoi. Donc évidemment qu'on en a besoin parce qu'on a besoin de ce soutien-là, mais est-ce que ça suffira? J'en suis pas certaine. Il faut en tout cas qu'elle pousse et il faut qu'elle permette de pousser au-delà
des syndiqués, au-delà des gens qui se mobilisent d'habitude dans la rue, et qui est une mobilisation de tout, en fait, de tout le monde social, environnementaliste, culturel, etc., qui montre qu'il y a quelque chose qui doit profondément changer. Pour mener un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, comme Lucie Castet le propose, là je pense que Macron n'ira pas en fait, il ne le fera pas, il va chercher une espèce de mi-chemin qui devrait convenir à une partie des partenaires sociaux et à lui, mais dans une espèce de statu quo pour attendre la fin de cette année qui nous sépare d'une éventuelle autre dissolution. Mais la mobilisation sociale, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais on voit bien qu'elle est compliquée à obtenir. Là, on le voit bien pendant les JO, les gens ils ont besoin de souffler, de passer à autre chose, de se détendre, de rire avec leurs proches, de partir en vacances quand ils ont les moyens de le faire, au moins de rester au calme s'ils n'ont pas les moyens de partir. Enfin, ils ont besoin d'air parce que la période qui précède, elle était suffocante. Donc faut qu'on compte, et évidemment sur les syndicats pour le faire, mais pas que, parce que ça ne suffira pas, ils ne peuvent pas assurer l'intégralité du contrepoids en fait, social dont on a besoin. Alors, nous avions interrogé une jeune militante du Nouveau Front Populaire qui a commencé justement à militer pour le Nouveau Front Populaire lors des élections législatives anticipées, Maude, qui nous disait que pour elle, c'était le moment ou jamais de faire changer les choses, que ceux qui avaient permis la victoire, même si c'est une victoire en demi-teinte du Nouveau Front Populaire, le fait que le NFP soit arrivé en tête avait été permis par la mobilisation, l'irruption de nombreux militants et militantes qui n'avaient jamais distribué un tract, jamais collé une affiche, jamais fait de porte-à-porte. Et il y a une attente, du moins de ce qu'elle témoignait, il y a une attente de sa part pour que l'engagement se poursuive. Est-ce que l'engagement peut se poursuivre et sous quelle forme ? Alors l'engagement, il faut qu'il se poursuive dans un cadre le plus unitaire et large possible, parce qu'on n'en est pas à essayer de travailler chacun pour sa petite boutique et surtout pas pour des boutiques partisanes, parce qu'on voit que le résultat, il n'est pas forcément là. Donc il y a un énorme besoin, mais qui va prendre du temps. Qui va devoir s'installer là sur l'année, sur les prochains mois, de retrouver en fait des fondamentaux, qu'est-ce qu'on veut comme société et comment est-ce qu'on renverse en fait la pente dans laquelle on se trouve, où finalement ce sont des idées plutôt réactionnaires qui ont la parole dans les médias mainstream, ou au mieux plutôt libéraux ou très libéraux. Comment est-ce qu'on fait pour renverser en fait et regagner en fait la bataille des idées, ce qu'on appelle la bataille culturelle, et remettre en fait ces idées de solidarité, d'urgence écologique aussi au centre de la table, et comment est-ce qu'on fait pour garder en fait ce dynamisme-là. C'est très difficile en dehors des campagnes. Et on voit bien aussi que même socialement et culturellement, on vit une période qui est compliquée pour remobiliser sans cesse les gens. Là, il y a eu une trouille énorme. Les gens ont eu peur de l'extrême droite au pouvoir. Donc comment est-ce qu'on fait pour catalyser ça sur le long terme, faire en sorte que les gens s'engagent dans des partis politiques, moi j'y tiens, dans des syndicats. Comment est-ce qu'on continue, les syndicats nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui se resyndiquent depuis la réforme des retraites et que ça continue. Comment est-ce qu'on fait pour le soutenir, et comment est-ce qu'on travaille à l'unité et qu'on arrête en fait ce qui nous a séparés dans le camp de gauche depuis la NUP jusqu'au Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire des chicaneries d'appareils qui ont désespéré les électeurs, désespéré les militants, désespéré les élus, dont je fais partie, où on s'est rendu compte qu'en l'espace de quelques semaines, on retournait dans nos vieux démons, qu'on se disait, bon, c'est bon, de toute manière, ça passera, et puis les électeurs se mobiliseront au moment où il faut. Donc il faut absolument consolider le Nouveau Front Populaire, ça c'est une urgence. Les partis doivent prendre leur tâche, les syndicats aussi, mais il faut qu'on travaille unis, il faut qu'on travaille à des projets concrets qui fassent que les gens y trouvent du sens et ne perdent pas en fait, ne se fassent pas écraser en fait par la rentrée qui va arriver d'une manière très violente après les JO, où il y aura de nouveau les frais de rentrée, il y aura de nouveau les augmentations du prix de l'énergie qui vont se refaire sentir, etc., où les gens vont se
retourner dans leur pénate, quoi, et attendre que ça se passe. Donc comment on fait pour que les gens ne soient plus dans la posture où ils attendent que ça se passe? On n'a pas besoin de toute la population, mais on a besoin des gens qui ont envie de pousser plus longtemps que 3 semaines de campagne où finalement c'était très court. Ça a été une campagne effectivement très courte, qui a permis effectivement ce que tu appelles pas une victoire, mais quand même mieux qu'une défaite, en tout cas pour le nouveau Front populaire. Quelle forme pourrait prendre le nouveau Front populaire justement si du moins il doit perdurer en dehors des organisations déjà établies, des partis, des syndicats? Est-ce qu'un cadre du nouveau Front populaire pourrait continuer et donner justement des possibilités d'initiative aux personnes qui souhaitent s'organiser? Déjà, quand la NUP a été créée, on a été beaucoup à penser à l'adhésion directe, en fait, que les gens puissent directement se revendiquer, non pas du Parti socialiste, des écolos, de la France insoumise, du PC et des autres, et de ne pas avoir à se revendiquer d'un parti en tant que tel, mais de pouvoir se dire, moi je soutiens la coalition qui est formée. Et c'est ce qui a fonctionné dans d'autres cas, de se dire on essaye de faire quelque chose de plus grand sans nier les différences, parce qu'on a des différences, on n'a pas les mêmes positionnements entre les socialistes, les écolos et les gens qui n'appartiennent à aucun parti. Voilà, il n'y a pas forcément les mêmes aspirations dans le détail, mais on a une aspiration commune, donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un système d'adhésion directe? Donc ça, je pense que ce serait une première initiative importante. Il y en a beaucoup qui pensent aussi à la création d'assemblées du nouveau Front populaire local. Donc ça, il faut que ce soit impulsé. Le problème, c'est qu'on a été coupé dans notre élan par l'été et par les JO. Mais il faut absolument que ce soit repris. Pour notre part, on est quand même quelques-uns à avoir quitté la France insoumise justement pour créer quelque chose de un peu plus large et pouvoir soutenir en fait ce que nous on appelle l'après, mais pouvoir soutenir le nouveau Front populaire et essayer de faire en sorte que les forces politiques se parlent dans un cadre unitaire et essayent d'avancer ensemble pour qu'on soit prêt, parce que ce qui nous pend au nez, c'est dans 1 an une nouvelle campagne législative. Voilà, c'est possible. Voire une démission de Macron, même si on est quand même beaucoup à ne pas y croire. Bon, ça reste dans le champ des possibles. Et de toute manière, il y a les élections municipales qui s'annoncent en 2026 et les élections de 2027. De toute façon, on a beaucoup d'échéances comme ça politiques qui feront qu'il faut se bouger rapidement et ça va aller très vite au final, surtout si la préparation des municipales est interrompue par une législative supplémentaire, voire une démission du président, ce qui mettrait certainement plein de bazar dans plein de choses. Mais il faut permettre aux gens de se sortir en fait du poids d'avoir à adhérer à un parti dans un premier temps, même s'ils peuvent le faire après, mais en tous les cas d'avoir un cadre dans lequel on peut se parler et construire. Et moi je crois en la force du local et à la question des municipales qui est souvent un petit peu balayée. C'est une des élections préférées des Français. Et il est hors de question qu'on donne des municipalités au RN, parce que donner des municipalités au RN, c'est encore plus permettre l'accession en 2027 de Le Pen, pourquoi pas de Bardella, on ne sait pas qui se présentera en 2027 à la présidence. Donc c'est un moment très important et qui peut vraiment fédérer les gens. Ouais. Alors comme tu l'as évoqué, tu as rejoint le mouvement L'Après, qui a notamment été initié par Clémentine Autain, Alexis Corbière, Daniel Simonet, donc des personnes qui étaient dissidentes de la France insoumise. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement à vouloir un cadre plus large avec une nouvelle entité qui finalement a du mal à rassembler aujourd'hui, a du mal à incarner un rassemblement? Alors, est-ce que c'est contradictoire? Nous, il n'y a pas que des députés en fait qui sont partis de la France insoumise. Il y a beaucoup d'élus locaux dont je fais partie et de militants. Là aujourd'hui et dans les premiers jours qui ont suivi l'appel de l'après, on était à près de 3000 personnes qui ont adhéré sur la plateforme en quelques jours pendant l'été. Donc il y a un vrai souhait de représenter en fait une gauche qu'on appelle plus trop radicale, mais une gauche de transformation sociale et écologique qui soit unitaire et qui fasse des ponts.
Faut savoir que les personnes que tu as citées, en particulier Clémentine ou Daniel Simonet, sont des personnes qui ont travaillé à l'unité du Nouveau Front Populaire avant même que les choses ne soient sur la table et travaillent, un peu comme moi j'essaie de le faire localement, mais on est quand même beaucoup à travailler à cette unité-là. Et le constat avec regret qu'on a fait, c'est que d'une part la France Insoumise n'a pas forcément envie de faire ce chemin-là et que nous, on ne pouvait plus persister sans rien faire dans un mouvement qui n'est pas un parti, qui ne soit plus en adéquation avec nos valeurs démocratiques. C'est très difficile de prôner et d'être même pris au sérieux par certains sympathisants de parler de démocratie de 6ème République quand dans ton mouvement, c'est même pas possible d'avoir une discussion démocratique sur une ligne stratégique. Donc il y avait un vrai besoin de passer à autre chose, mais en restant des fers de lance de l'avenir en commun, et voire même des insoumis, parce que c'est pas incompatible. Ça, c'est pas possible. Donc la France Insoumise a décidé de nous dire, bon, bah non, vous créez une association qui n'est qu'une association, bon, bah vous partez, on vous vire. Bon, c'est leur choix. Toi-même, tu as appris ton exclusion Oui. J'ai toujours pas eu mon mail de confirmation, mais... Tu l'as appris par voie de presse? Je l'ai appris, non, par les camarades qui ont reçu le mail comme quoi j'étais virée. Voilà. Il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui l'ont pas reçu, mais voilà. Mais ça, après, on se doutait que ça terminerait comme ça, mais c'est pas tant ce point-là qui pose difficulté. C'est que je pense qu'on est arrivé au bout d'un processus et que nos revendications d'unité, il faut qu'elles soient portées de façon démocratique et qu'on le fasse correctement. Donc non, l'après a pour vocation de rassembler large et on est en discussion en fait avec les autres forces politiques pour voir comment on peut agir dans ce cadre large et de vraiment travailler à l'unité et de ne pas proclamer avec un petit panneau unité et derrière faire en gros parfois un petit peu tout pour que ça capote, comme le font un peu tous les partis en fait, qui ont fait partie de la NUP et ensuite du Nouveau Front Populaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour consolider ça et apporter notre pierre à l'édifice? Tu insistes beaucoup sur l'importance du local, donc tu es élu municipal notamment à Angers, qui est la ville entre autres de Christophe Béchu, qui est ministre de la transition écologique sans plus l'être vraiment tout à fait. Non. Il est maire d'Angers sans l'être vraiment tout à fait. Est-ce que la gauche angevine a toujours affaire à lui? Alors oui, on a toujours affaire à lui par l'intermédiaire de Jean-Marc Vercher qui est le maire en place, mais on sait très bien que la plupart des décisions sont prises avec l'aval de Christophe Béchu. Ça, c'est pas un secret, il l'a même dit dans la presse. Tous les lundis, il fait son point et puis il donne ses directives. Donc oui, et on sent qu'il est toujours présent et quand il faut être présent au conseil, il est présent au conseil pour marquer en fait de sa patte et dire que non, son territoire c'est bien celui-là et qu'il compte bien y revenir. Donc non, il est toujours très largement présent. Il redeviendra maire d'Angers? Ah oui, il redeviendra maire d'Angers, oui. Surtout dans la période, il n'y avait pas trop de doutes. Mais en tous les cas, avant les élections municipales, il le redeviendra pour faire correctement sa campagne. Est-ce qu'il a vraiment quitté son poste de maire d'Angers? Est-ce qu'il est un jour devenu ministre de la Transition écologique? Je pense que dans les derniers 6 mois, il n'a pas eu le choix de se consacrer à sa charge, même s'il consacrait encore pas mal de temps à Angers. Mais pour moi, il a atteint un peu un niveau... c'est un peu le syndrome de Peters en fait, où il a atteint un niveau où il ne pouvait plus faire les deux. Voilà. Et comme il n'a pas une équipe de confiance avec lui, où il aurait pu se dire je pars et je sais à qui je file les clés du camion et tout va bien se passer, et qu'il n'a pas pu s'empêcher de toute façon d'essayer d'influencer sur les prises de décision. Soit il a demandé d'enterrer des dossiers et de ne pas aller trop loin sur un certain nombre de choses et de gérer du courant, soit sur les dossiers importants, il a donné forcément son aval et son avis. Donc il a toujours été entre deux parce qu'il a des aspirations et des ambitions nationales, mais en même temps il sait qu'il a besoin de cet ancrage-là local et que si jamais ça ne se passe pas bien, comme ça ne se passe pas bien, il faut bien qu'il ait un peu un endroit pour se récupérer. Et en l'occurrence c'est son siège de maire. Quels sont les points d'achoppement entre la gauche et la droite angevine? Les points d'achoppement, alors... Ou les confrontations directes? Les confrontations, elles sont d'une part sur la question de la transition écologique,
où, même si on a un bel étalage de mesures avec les assises de la transition écologique, une vice-présidente ALM qui est Corinne Bouchoux, qui est un peu la caution écolo de la majorité, on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures systématique sur ces questions-là et que faire alors un parking à silo à proximité du château, ça ne les dérange pas. Et dans le même temps de nous dire que Angers est la ville la plus verte de France et que le zéro artificialisation nette, il n'y a pas de problème, on va le faire, on va s'engager à fond, etc. Idem pour la Nouvelle-Océane, une zone qui va complètement être artificialisée alors qu'on a des terres agricoles, du bio, des terres encore en friche ou naturelles qui sont présentes. Et puis un sentiment quand même assez partagé que les choses sont faites pour servir une certaine image de la ville, mais pas forcément pour être utile en fait à la transition écologique. C'est plutôt du greenwashing renforcé parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Ce serait de mauvaise foi de dire qu'ils ne font rien. Il y a des évolutions sur les pistes cyclables, la place du vélo, mais on voit qu'ils sont toujours dans cette obligation d'être un entre-deux, à ne pas bouleverser trop les habitudes des gens qui aiment prendre leur voiture, leur SUV, qui sont un peu nombreux quand même encore à Angers, hein, et de pas faire trop de place à un électorat qui serait plus attaché à ces questions-là, écologistes, et qui serait prêt à abandonner un certain nombre de points de confort, comme l'est la voiture, quoique, parce que quand on prend sa voiture et son vélo, on se rend bien compte qu'on arrive plus vite en vélo qu'en voiture, mais de ne pas faire ces choix-là. En fait, ils sont toujours dans une espèce de truc mitigé où ils ne vont pas assez loin. Et socialement, on a quand même toujours cette tendance à, même si ça a été cassé un peu par la politique de la ville, à ghettoiser la plupart des quartiers et à ne pas offrir finalement les mêmes chances et ne pas permettre en fait aux habitants de ces quartiers-là d'accéder aux mêmes infrastructures, aux mêmes chances que la plupart des habitants d'Angers, parce qu'on a toujours quand même des écarts de rémunération qui sont énormes. Et là, la ville, elle a un rôle, elle ne peut pas compenser les écarts de rémunération, c'est pas son boulot, mais elle peut offrir des infrastructures de transport, mettre en place la gratuité des transports publics, mettre en place la gratuité des cantines scolaires, pour permettre un peu d'agir et de réduire ces inégalités-là avec ce qu'elle peut faire en termes de compétences, quoi. Voilà. Et d'un point de vue sociétal, il y a des choses qui, globalement, dans l'image de la ville, avancent pas. Avec Christophe Béchu, il n'a pas de projet en tant que tel. Il veut que ça reste dans cette espèce de statu quo. Moi, je me souviens quand il a parlé de l'arrivée des étudiants à Angers, qu'il y en avait trop. Et en même temps, se féliciter des résultats des universités, des écoles. Ils n'ont pas envie que la ville, elle change fondamentalement, qu'elle n'est pas prête à prendre ces transitions-là. Et donc, du coup, n'adapte pas les infrastructures urbaines de transport à de nouvelles populations. Il faut, comme toujours, rester dans un statu quo, hein, très très tempéré, ne pas trop bouleverser, parce qu'on ne veut pas perdre une partie de l'électorat qui vote habituellement pour nous quand on s'appelle Christophe Béchu, hein, tout simplement. Mais voilà, les points d'achoppement, ils vont après être sur des questions financières ou les arbitrages qui sont faits. Il n'y a pas eu de grosses infrastructures, mais voilà, la rénovation du centre des congrès, une patinoire, des choses quand même gigantesques pour la ville. On peut critiquer aussi les lignes de tramway. Est-ce que c'était ce qu'il y avait de plus pertinent à faire dans la période? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres infrastructures de transport à soutenir? Tout ça, ça coûte énormément d'argent. C'est des choix qu'on paiera à un moment donné, forcément, dans la suite des mandats municipaux. Dernière question sur la politique locale. Est-ce qu'il y a une forme de mansuétude de la droite municipale sous l'égide de Christophe Béchu vis-à-vis des nervis de l'extrême droite, comme l'Alvarium par exemple, qui, bien qu'étant dissous par Gérald Darmanin, continue à être présent sur le terrain angevin. On sait qu'il peut exister une forme d'impunité aussi, notamment judiciaire, suite aux violences qui ont eu lieu à l'été dernier, en 2023. Et ça fait écho évidemment aux violences qui ont lieu en Angleterre, comme tu l'as rappelé. Est-ce qu'il y a une vraie différence dans le rapport entre la gauche et l'extrême droite et le rapport entre la droite municipale et l'extrême droite?
En fait, il y a une espèce de double discours sur cette question-là, parce que on a une partie de la bourgeoisie angevine qui a, je ne vais pas citer forcément de nom, mais on sait qu'il y a eu des soutiens quand même assez forts Axel Levavasseur, par exemple, à l'extrême droite, et qu'il y a de l'argent. Donc il y a des soutiens financiers, et qu'il y a quand même, quand on lit un certain nombre d'ouvrages sur, si mes souvenirs sont bons, La Poudrière, sur la capacité de génération en fait, de ces petits groupuscules d'extrême droite dans l'ouest de la France, en particulier à Angers. Voilà, il y a des familles qui sont présentes et qui, de par leur culture, de par leur positionnement social, ont pas rejeté, on va dire, pour pas dire soutenir, la montée en fait, de ces idées-là. Et qu'il y a aussi extrêmement eu de liens entre les groupes lyonnais, les groupes angevins à une certaine époque, dans l'émergence de l'Alvarium et le soutien en fait à ces structures-là. Quand on voit par exemple qu'on n'arrive pas à faire comprendre à Christophe Béchu et à son équipe, parce que là en l'occurrence c'est pas avec Christophe Béchu qu'on a discuté du sujet en direct, mais c'est avec son équipe rapprochée, sur la présence d'une entreprise comme les Blancs de l'Ouest dans dans les halles Biltoki, donc dans une halle critiquable à plus d'un titre par les modalités d'octroi du marché et les modalités de fonctionnement de cet endroit-là, qui nous a toujours questionné sur ce qu'il allait avoir dedans comme offre. Enfin, il y a plein de choses critiquables, mais alors le pompon, c'était quand même de dire, en gros, c'est pas nous, ces Biltoki, ils ont fait des choix, et en gros, une espèce de filtre et opaque qui les sépare de toute décision prise sur la présence de ces personnes-là. En gros, entre parenthèses, les Halles Biltoki, ça a été inauguré il y a quelques années, même un an, je crois. Il y a un an, et c'est une vitrine en fait du marché local, du terroir local, par le biais de commerçants, d'artisans. Qui ont surtout les moyens de s'y installer. C'est aussi en plein centre-ville d'Angers, et c'est aussi donc des halles couvertes, un marché couvert en plein cœur d'Angers. Ouais. Et qui est très décevant à plus d'un titre, parce que quand on regarde les halles dans d'autres villes, c'est pas forcément ça, et c'est pas forcément des prix de cellules exorbitants, où on savait très bien qu'il y aurait un tri financier du coup, et que c'était surtout une affaire commerciale, et que ça allait pas forcément faire du bien au commerce local en prime. Mais bon. Donc mettre comme ça un couvercle sur le fait que dans ces halles-là emblématiques d'un projet de Béchu critiquable, mais bon, c'est son choix politique d'installer ça à cet endroit-là, mettre un peu un couvercle sur le fait qu'il y allait avoir une entreprise dont les membres étaient connus comme ayant été proches des groupuscules d'extrême droite qu'on a cités tout à l'heure, que ça fasse même pas scier en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée, où je me suis dit il y a tout un travail à faire, pas simplement on m'a même rétorqué que je faisais du délit d'opinion. Non, moi je parle juste d'ordre public, parce qu'à un moment donné il faut juste en revenir aux fondamentaux, permettre à des personnes comme ça de s'installer dans quelque chose qui est soutenu par l'argent public, c'est donner un blanc-seing. C'est ne pas regarder finalement à qui on permet d'avoir vitrine en fait dans notre ville, et c'est aussi risquer qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des heurts à cet endroit-là, et que de manière purement gestionnaire et sage, moi je l'aurais pas fait, voilà. Et moi j'étais juste estomaquée qu'il ne soit même pas sensible à la question de l'ordre public, et de se dire que ça allait créer quelque chose qui pouvait être explosif à cet endroit-là. Pour l'instant, ils peuvent toucher du bois, il n'y a rien eu. Mais c'est pas impossible qu'à un moment donné ça sorte, et surtout on donne un blanc-seing à des gens qui devraient faire à un moment donné amende honorable sur leur fréquentation. Par ailleurs, en dehors de tes engagements, notamment pour la justice sociale ou l'écologie politique, tu es engagé sur la question de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par ton travail, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail, et quelle est la situation des travailleuses aujourd'hui en France ? Alors moi je suis responsable d'un service à l'inspection du travail,
Et à ce titre-là, j'ai dans mon service la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Surtout en fait les dispositifs qui tendent à faire en sorte que les entreprises soient au moins respectueuses de leurs obligations dans le champ strict du Code du travail en termes d'égalité femmes-hommes. Donc c'est pas simplement la rémunération, c'est aussi la formation, le recrutement, la question de l'adaptation entre le temps de travail professionnel et le temps personnel, les conditions de travail de manière générale, sur la question de la pénibilité, etc. Il y a une autre personne dans le département, qui est la déléguée départementale aux droits des femmes, qui elle travaille avec nous, mais est plus axée sur la question, et aussi axée sur la question des violences infraconjugales et puis des discriminations. Donc nous, on est vraiment axé là-dessus, et notre boulot, c'est de contrôler les entreprises pour savoir si d'une part elles négocient correctement sur le champ, parce que l'égalité professionnelle, c'est une obligation de négociation au sein de l'entreprise, et si elles ont des résultats, alors une espèce de score qui a été créé par justement les ordonnances Macron, qui est l'index de l'égalité, qui, on en pense après voilà, ce qu'on veut, ce qu'on peut, mais bon, il a pour mérite de visibiliser un peu la question et d'avoir obligé un certain nombre d'entreprises à remettre un peu le couvert sur un certain nombre de sujets, comme par exemple le fait de permettre à toutes les femmes qui sont en congé maternité ou les hommes et les femmes qui sont en congé d'adoption d'être justement augmentés comme leurs collègues de travail. Voilà. Et ça, non, ce n'est pas tout le temps fait dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui se disent une telle ou un tel est en congé maternité ou en congé d'adoption. Et on l'oublie, on la met dans un bureau virtuellement, et on l'oublie et on ne l'augmentera pas comme les autres collègues de même catégorie. Donc ça, c'est un travail sur le long cours. L'égalité professionnelle femmes-hommes, moi, comme je le vis professionnellement, c'est un énorme chantier encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de plein de choses et on est énormément, à certaines périodes, abreuvé sur le sujet, en disant qu'il y a plein d'efforts qui sont faits, mais il y a toujours des écarts de rémunération qui sont très importants, qui sont à 2 points, qui sont aux alentours de 13-14%, qu'on n'arrive pas à endiguer pour plein de facteurs différents, qui sont très difficiles à analyser concrètement, que ce soit d'un point de vue macro ou d'un point de vue micro. Quand on va dans une entreprise, pour un collègue inspecteur du travail, aller contrôler la question de l'égalité, sur la base des rémunérations, c'est un casse-tête sans nom. Parce qu'aucun individu dans l'entreprise ne se ressemble, qu'il y a toujours plein de raisons pour avoir moins payé un tel, une telle, machin. Enfin, c'est très très compliqué. Donc c'est pas forcément le seul levier en fait. La rémunération, c'est travailler sur la question du recrutement, travailler sur la question des conditions de travail, de se dire que la pénibilité dans un travail, c'est pas normal qu'on soit un homme ou une femme. Et que donc améliorer les conditions de travail pour les femmes, par exemple sur la question des ports de charges lourdes, généralement les hommes ils sont plutôt contents à la fin parce qu'ils disent « Ah tiens finalement moi aussi de porter moins c'est plutôt pas mal ». Donc il y a tout un travail aussi de conscientisation et qu'on a des organisations syndicales qui à leur tête sont plutôt bien formées sur la question de l'égalité, mais par contre dans les entreprises il y a un gros besoin de formation et ils le disent eux-mêmes. Savoir quoi négocier sur le champ de l'égalité plutôt que de tout le temps signer juste des protocoles sur les rémunérations, sur les salaires et puis pas voir beaucoup plus loin comment ils peuvent faire évoluer les choses dans des entreprises où il n'y a pas assez de femmes, où il y a trop d'hommes, où on n'arrive pas à recruter sur des secteurs d'activité, etc. Ils sont un peu démunis en fait sur la question de cette négociation qui est... il y a des choses qui sont obligatoires. Le rattrapage salarial, c'est une obligation du Code du travail. C'est d'ordre public. Donc ça, ok, on peut actionner. Mais sur le fond du fond sociétal, de comment est-ce qu'on améliore l'organisation d'une entreprise pour permettre l'égalité, on est sur le champ de la négociation. Et pour ça, il faut savoir quoi négocier. Donc les scores sont plutôt pas mal si on regarde le score de l'index. Il est à 89. Donc on se dit c'est chouette. Mais au final, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les écarts de rémunération qui sont toujours présents
sur les discriminations, sur le harcèlement en entreprise, le harcèlement sexuel. C'est pas notre partie directement hein, sur mon champ à moi en particulier, c'est plutôt l'inspection et puis la déléguée droits des femmes. Mais comment on fait évoluer ces choses-là, c'est loin d'être gagné. Donc il faut continuer et il faut se syndiquer. Donc il y a la question de la formation, il y a la question des conditions de travail, il y a la question du congé maternité, mais sur la question de la rémunération, je crois ne pas me tromper en disant que l'égalité homme-femme sur la rémunération à travail égal, salaire égal, est quelque chose qui est inscrit dans la loi depuis des décennies. Et comme tu l'as rappelé, il y a 13-14% d'écart de rémunération. C'est parce que les femmes ne font pas le même travail ou c'est parce qu'elles ne sont pas payées de la même manière? Alors, c'est plein de facteurs, comme je te disais. L'analyse, elle est très compliquée parce que on est sur des interruptions de carrière pour les femmes, on est sur des questions d'accès aux augmentations, aux promotions là, qui sont culturellement compliquées dans les entreprises, où on sait très clairement qu'à profil égal, sur une même demande de promotion ou d'augmentation, un homme aura encore beaucoup plus de facilité à aller réclamer sa promotion qu'une femme. Parce qu'il y a des biais, parce qu'on est tous pétris de biais, et que c'est pas un stéréotype véritable que de dire que à CV égal, une femme va regarder ce qu'elle sait pas faire. Le mec il va dire bon alors moi j'ai une ligne qui correspond, c'est bon j'y vais, le job est pour moi. Donc il y a encore culturellement quelque chose de profond à réformer pour que on atteigne cette égalité en fait de pratique entre les hommes et les femmes, de positionnement, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, nous, on a eu pas mal d'actions qui ont été menées là-dessus, où dans les entretiens, on voit clairement que les femmes se sentent moins compétentes alors qu'elles le sont très souvent beaucoup plus. Et que ça fait partie des petites choses qui font qu'une femme va avoir moins facilement progressé dans sa rémunération que le même homme, enfin l'homme qui sera embauché le même jour, à la même heure, en même temps, avec les mêmes diplômes, le même âge, et ben, ils n'auront pas la même carrière, ils n'auront pas accès aux mêmes choses. Les choses objectives, c'est les interruptions de maternité, les interruptions de vie, les temps partiels qui sont pris pour s'occuper des enfants, où on voit encore quand même que 80% des temps partiels, c'est toujours les femmes qui les prennent. Que le congé paternité, enfin le congé parental, c'est quand même toujours encore les hommes qui les prennent. Mais ça, c'est objectif. C'est facile à objectiver et il y a un travail à faire là-dessus. Mais la question des comportements sociétaux dans la manière dont on amène les femmes à se projeter dans les mêmes types de postes que certains hommes, bah là, on a un gros travail éducatif, de soutien et aussi, pas simplement en mettant la responsabilité sur les femmes, hein, en faisant en sorte qu'à l'intérieur des entreprises, on ne joue pas ce jeu-là, de dire non mais c'est bon, Kevin, lui il a osé demander sa promo, toi t'as pas demandé. Il ne faut pas non plus se dire que c'est de la responsabilité des individus. C'est collectivement comment est-ce qu'on réforme, comment les syndicats sont attentifs à ça, à se dire tiens, nous on a plein de femmes qui sont hyper compétentes, comment on fait pour les soutenir et comment on fait comprendre en fait à notre employeur que ce n'est pas normal qu'il n'y ait que les hommes qui y accèdent. Donc c'est pas une question de bien former les femmes pour qu'elles se mettent en valeur, ça ce serait une réflexion purement libérale et qui peut avoir un effet à très court terme, hein, si on forme quelques femmes à le faire. Mais s'il n'y a pas globalement la société qui est consciente de ce problème-là et qui y trouve des solutions, et l'employeur en lui-même qui dit bon là j'ai un souci parce que moi j'ai que des bonhommes qui viennent me réclamer des augmentations et je m'en tire plutôt pas trop mal, je leur file. Par contre j'ai des femmes qui sont compétentes et je n'ai pas la même attention. Mais ça, tu ne peux pas le contraindre en fait. Ça se rectifie sur des petits champs, mais s'il n'y a pas un mouvement général, il n'y aura pas de solution miracle. J'ai une dernière question. On a vu que la loi, elle pouvait changer des choses, mais il y a aussi une question de culture, comme tu l'as bien rappelé dans plusieurs domaines, et y compris pour ce qui concerne les droits des femmes. Cette émancipation culturelle, cette certitude de valoir autant que les hommes, elle viendra aussi de l'organisation collective. Tu parlais de se syndiquer par exemple, tu invites les femmes à se syndiquer davantage par exemple?
Alors j'avoue que si tu me demandais combien il y a de femmes et d'hommes syndiqués, je ne serais pas en capacité. À l'Éducation nationale, on doit peut-être rectifier, mais oui, il faut... on a toujours des demandes. Moi, je suis syndiquée et on est dans un ministère qui est plutôt fort en termes de syndication, et je suis dans un ministère plutôt féminin. Donc l'équilibre, il est plutôt trouvé. Par contre, il y a des domaines d'activité où le syndicalisme, c'est très récent, et on voit qu'il y a eu des effets quand on pense au mouvement des femmes de chambre, en fait, qui se sont syndiquées et qui ont obtenu des choses par la voie collective et qui ont valorisé et leur pénibilité, leurs difficultés et surtout leur manque de rémunération. On voit que ça a un effet, que le collectif a forcément cet effet-là. Donc c'est comment est-ce qu'on... c'est pas que quand on est maltraité qu'il faut être syndiqué, en fait. Et c'est pas que quand on est maltraité soi qu'il faut aller voir un syndicat. Bon, ça c'est un peu la culture actuelle un peu consumériste qu'on subit aussi quand on est dans un syndicat. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui trouvent la porte du syndicat parce qu'ils ont un problème perso, mais bon, c'est pas grave, c'est une porte d'entrée. Mais il faut après réussir à faire comprendre aux gens que les luttes collectives, elles ont payé parce qu'elles étaient collectives. Et que c'est bien de gagner pour un tel ou un tel, mais c'est quand même mieux de gagner pour tout le monde. Et on le voit à toutes les luttes, tous les combats sont gagnés comme ça. On voit que les livreurs Uber, quand ils ont décidé de se créer en syndicat, ils ont été entendus, ils ont une voix collective plutôt que 10 salariés, enfin 10 salariés, non pas salariés, sauf chez certains qui ont de la chance, mais 10 travailleurs pauvres, souvent issus, et si ce n'est sous titre de séjour et pas forcément toujours reconnus en tant que tels, collectivement ils ont une force. Donc oui, il faut inciter les hommes et les femmes à se syndiquer dans les bons syndicats, ceux qui travaillent pour la lutte contre les discriminations, et puis il n'y a pas de mauvais syndicats. Déjà, travailler collectivement, c'est déjà bien, mais ne pas attendre qu'il y ait un problème dans l'entreprise. Voilà. C'est du temps. On est dans un pays où on donne du temps aux syndiqués, ce qui est plutôt bien. On a des acquis sociaux par rapport à ça. On sait aussi que, si on en revient au sujet précédent, l'extrême droite a horreur de ces luttes collectives, et on sait très bien que les syndicats, les associations seraient les premières à prendre. Donc il faut renforcer ces forces-là et se mobiliser. Toute dernière question, comment tu vois la rentrée ? Alors la rentrée, moi je la vois la plus unitaire possible, en essayant de très rapidement se revoir entre toutes les forces de gauche, que ce soit politiques ou associatives ou syndicales. Il faut être les plus unitaires possible, il ne faut pas laisser passer cette rentrée-là en se disant que les choses vont se régler toutes seules. Elles ne se régleront pas toutes seules. Et il faut se mobiliser, et puis il faut reprendre très rapidement le chemin de la mobilisation, pas forcément que par de la manifestation. Les manifestations, c'est une modalité d'action, mais que les gens se politisent au sens noble du terme, parlent, discutent, et comme on l'a dit, voilà, essayent de réfléchir à comment collectivement ils peuvent faire bouger les choses. Merci Claire Schweitzer, et bon courage pour les prochaines semaines, les prochains mois, et notamment cette rentrée qui nous attend d'un point de vue social avec beaucoup d'enjeux, notamment un gouvernement qui reste à venir, mais qui risque très fort de pencher à droite. C'est ça. Merci. Merci.